Bonjour. Je vous prends comme ça dans le hall d'entrée parce que ça va être un peu compliqué après. J'aurais deux petites questions. Comment avez-vous découvert Goldorak? Ça, c'est la première question très générale. Je sais qu'on vous pose 100 000 fois la même question. À la télé. À la télé, oui, ok. En rentrant en courant de l'école pour aller voir des épisodes. Ouais, exactement. On a tous développé notre sens du sprint, à mon avis, à cette époque-là. Je suis toujours aussi mauvais. Et moi en cachette chez le copain qui enregistrait parce que j'avais pas le droit de le regarder. Pas le droit de le regarder. Moi, j'avais le droit parce qu'il y avait déjà plein de dessins animés à la télé quand c'est arrivé. C'est le jeune de l'équipe, c'est Voilà, notre c'est mascotte. le jeune. Et Johan, c'est pareil. Oui, il n'arrête pas de le rappeler, il me semble que j'ai entendu ça hier. Oui, c'est eux qui ont l'impression que je le dis tout le temps, mais bon, c'est vrai que je le dis assez souvent. Peut-être un peu trop. Donc tu m'appelles le vieux aussi. Hein. Non, non, ça c'est toi qui fabules. Et alors, une deuxième question très simple. Quel est votre meilleur souvenir de Goldorak? J'ai envie de dire cette semaine. Cette semaine, oui. Ok. Maintenant, mon meilleur souvenir de Goldorak, c'est cette semaine. Après, d'enfance, mon meilleur souvenir de Goldorak, c'est les jeux dans la cour de récréation. Voilà. Astéroche, Fulgure au point, et les retenues qui allaient avec. J'avais un pull que ma mère m'avait tricoté, mais elle avait raté les manches, mais ça faisait pointu là comme Actarus. J'ai dit hop, celui-là c'est mon préféré. Voilà. Ok. Ouais, moi, je crois que je suis un peu comme toi. Il y a des souvenirs de cours d'école où je me vois en fait prendre mes bras et les mettre comme ça pour que ça fasse, tu sais, comme la soucoupe. Et accessoirement avoir peut-être ouvert à Noël la boîte cadeau dans laquelle il y avait enfin le vrai jouet Goldorak et pas Rider Shogun, mais le vrai Goldorak qu'on rêvait tous d'avoir et qui était en permanence en rupture. Mais moi, c'est de jouer avec ce fameux jouet Goldorak, la Shogun, la grande figurine, avant de savoir ce que c'était Goldorak, parce que c'est ce que j'ai vu avant de voir le dessin animé. Parce que du coup, moi, il n'était pas en diffusion quand j'avais 3-4 ans. Il est plus jeune que nous. Voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais bon, apparemment, je le sous-entends. Et c'est vrai. Du coup, en effet, j'ai souvenir d'aller chez une amie de ma grand-mère qui avait cette figurine-là dans la chambre de son petit-fils qui habitait pas en fait sur place. Et Ça y est. du coup, je m'amusais avec sans savoir ce que c'était. Et moi je crois que c'est d'avoir fait cette BD avec des copains, mais juste avant, c'était d'avoir construit l'intégralité du centre en Lego dans ma chambre et d'avoir réussi à fabriquer un Goldorak en Lego qui rentrait dans une scoop en Lego sans que ce soit totalement catastrophique. Et il y avait des rails, il y avait des routes pour sortir du centre, etc. Et tout. Et mon pire souvenir, c'est le jour où j'ai compris que pour faire d'autres Lego, il allait falloir que je détruise ça. J'ai fait la soucoupe dans le Lego. Tout. Les Alcorac, les machins, tout. En Lego. En Lego. C'est pas mal. Ah, ben ouais. Avec Mais un moi, Goldorak haut comme ça. Mais c'est vrai que moi, quand je faisais un vaisseau en Lego, j'imaginais refaire un Alcorak, qui était quand même le plus beau vaisseau du monde. T'imagines, moi, il y avait un centre, le Goldorak pouvait descendre, on pouvait le jeter sur les rails, il ressortait de l'autre côté de la chambre, passait sous le lit. Il y avait beaucoup de Lego. Ouais, J'avais beaucoup de chambres aussi. j'avais que des Lego, c'était le jouet. On pouvait offrir des Lego, je sais pas, de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ou 17. Quoi. 25. Ouais, d'accord. Et alors, petite question bonus, parce que vous l'avez dessiné, vous l'avez redessiné, vous l'avez redessiné dans tous les sens. À quoi sert ce foutu retournement? Alors, moi, j'ai une hypothèse. On va laisser l'hypothèse. Alors, il faut imaginer quand même, quand il se bat dans Goldorak, il est aux manettes dans la tête, là, Goldorak fait des cabrioles et compagnie et tout, donc il est quand même sacrément remué. Donc, pour éviter qu'il y ait un accident pendant qu'il combatte, au moment où il y a du transfert, il fait un tour sur lui-même, s'il vomit dans son casque, il n'est pas en état de conduire. C'est l'alcotest en fait. C'est l'alcotest. Alcorac, alcotest. Et il y a une autre théorie. Une autre théorie. Une autre théorie. Là. Ah bon? Sur le tour de clé. Non, t'avais pas dit ça toi aussi? Ah bah c'est que moi. C'est qu'en fait, voilà, si tu veux démarrer ta voiture, tu tournes la clé dans le contact et là c'est la même chose. Avant d'arriver dans Goldorak, tu mets le contact et tout s'allume et t'arrives, c'est chaud, c'est parti. Eh ben, ok, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et semaine surtout de promotion et tout. Et donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour une petite dédicace. Hein. Voilà, merci bien. Un peu co-auteur de l'histoire avec Xavier. Brisson. Alors on est entouré là, je suis Alexis Santenac qui est dessinateur sur le projet, Xavier qui est le scénariste du projet, Johan Guillaume qui est le coloriste du projet et Brice qui est le dessinateur du projet. Et il va faire ça vachement mieux quand il sera à la télé, je pense. Ah bah tu peux poser des questions, c'est des questions, s'autopose des questions, des questions intelligentes, moi je suis preneur. Hein. Ah, non, c'est la question est un peu haute. Non, mais du coup, on se pose la question, pourquoi vous êtes venu l'idée de faire un Goldorak? J'ai cru que c'est la question, c'est pourquoi vous êtes venu à Bruxelles. Bon, bah, je peux
je peux laisser la parole à Xavier parce que c'est quand même lui qui a eu cette idée stupide au début. Je peux raconter à ta place. Alors en fait, il y a un festival qui se passe tous les ans à Angoulême, vous avez dû en entendre parler, et Xavier, il en profite pour se faire offrir un repas. Enfin, je peux raconter toi-même. Et il en profite pour se faire offrir un repas par ses éditeurs, dont son éditrice pas chez Canal, c'était chez Lombard. Voilà. Et ils font un très bon resto au Quai de la Gare d'Angoulême. Et aviné comme il est à chaque fin de repas, il commence à raconter à cette éditrice que son rêve de sa vie, ce serait de faire un Goldorak. Et il lui raconte en fait une histoire qu'il invente sur le fil, comme ça, qui est une idée qu'il a en tête sans doute depuis un petit bout de temps quand même. Et il lui raconte, et son éditrice qui est la patronne du Lombard, et en l'occurrence aussi la patronne de Kana, l'éditeur de manga. Elle lui dit, eh ben ça tombe bien, parce que je connais Gonagai, l'auteur de Goldorak. C'est comme ça que a commencé cette aventure. Il s'avère qu'on est très amis avec Xavier depuis très longtemps, et que Xavier sait que je suis en Angoulême, donc il sort de ce repas excité, et il me saute dessus, littéralement. Et puis là, j'ai peur, mais il me dit non, c'est juste pour faire un Goldorak. Le sous-entendu est réel. Voilà, je lui avais littéralement sauté dessus. Bon, il avait bondi en disant mais oui, tout en voyant toute la difficulté de telle entreprise. Et Denis, en fait, a aussi réalisé que pour pouvoir lancer ce projet et arriver jusqu'au moment où on écrit une lettre à Gonagai, il allait falloir réunir une équipe capable de tenir un tel projet. C'est très compliqué sur un Goldorak parce qu'effectivement, il faut avoir le talent de narrateur, d'auteur de bande dessinée, de science-fiction, de space opera et le sens de l'épique d'un Denis Bajram. Mais il ne faut pas que ça. Et lui-même le savait, il en a fait l'analyse tout seul. Et Denis a réalisé qu'il lui faudrait une approche aussi particulière du manga, parce qu'au départ, évidemment, Goldorak est une aventure japonaise. Il y reviendra, mais il fallait en tout cas avoir un sens du manga, un sens très particulier d'un type de jeu, d'un type de réalisme sur les personnages, et aussi être capable d'avoir une approche des personnages dits, j'ouvre les guillemets, méchants, antagonistes, vraiment poussés, avoir un sens du design des grands objets méga, etc., etc. Bref, il fallait aussi avoir le temps et la possibilité de faire 130 plans, je ne sais plus à combien on en est, de bande dessinée, ce qui est quand même quasiment 3 albums. Et de mettre tout ça en lumière de façon exceptionnelle. C'est un projet qui a la taille de Goldorak, c'est titanesque. Et c'est pour ça que, en fait, à ce moment-là, Denis a contacté Alexis qui connaissait déjà, mais qui travaillait en studio virtuel, c'est-à-dire en fait par les logiciels de sport. Ils ont ensuite contacté Brice, et puis dans un dernier temps, ça a été Johan. Mais dès le départ, il y a eu cette idée que ça devait être un travail d'équipe parce qu'on n'allait pas monter le Mont Blanc, on allait attaquer l'Everest. L'équipe s'est constituée assez vite parce qu'en fait on était sur la même longueur d'onde, parce qu'on se connaissait, parce qu'on voulait faire le même projet, on avait la même vision et qu'il y avait une vraie complémentarité de travail entre tous et j'imagine qu'ils auront l'occasion de dire. Donc voilà en tout cas comment c'est rapidement construit cette équipe et il a fallu, j'en arrive à la question, il a fallu présenter le projet. Parce qu'en fait, Christelle Boulogne, ça lui avait présenté l'idée. Il m'a dit écoute, je pars dans un mois au Japon. Si tu es intéressé, il faut que le projet soit prêt dans un mois. C'est très court, un mois. Et là, non seulement eux, ils ont lâché leur pinceau, lâché leur souris, leur crayon, et ils se sont mis à préparer un dossier dont vous verrez des extraits dans l'album. Et moi, avec Denis, on a dû réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et notamment faire, c'est-à-dire ce qu'on va écrire en termes de structure, intrigue, etc. Mais ce qui est toujours quand vous vous lancez dans un projet, moi j'appelle ça le post-it du haut. C'est-à-dire que vous avez un tableau blanc, moi j'ai un immense tableau blanc dans mon bureau, et je mets un post-it en haut. Le post-it, c'est un peu comme si vous faites de la marine, c'est le phare. C'est quand vous allez être dans la brume, quand vous allez être dans la tempête, quand vous allez être perdu, vous ne savez plus où vous habitez, où vous êtes, pourquoi, comment. Ce phare, c'est celui qui vous guidera. Et ce phare, en fait, il se résume un peu à cette note d'intention, c'est-à-dire c'est ce moment où vous dites, voilà pourquoi je veux le faire, pourquoi ça me touche, pourquoi je suis pertinent pour le faire, pertinent non pas meilleur que les autres, et pourquoi c'est spécifique,
pourquoi nous on veut les faire, pourquoi on a un regard différent sur ce travail par rapport à d'autres gens. C'est ça la légitimité. Et ensuite, comment on s'y prend. C'est un exercice qu'on fait beaucoup en télé. La note d'intention, en général, je vais être honnête avec vous, c'est totalement pipeau. Les notes d'intention, 80% des séries télé, c'est j'aimerais faire une série télé qui soit captivante et intéressante. Vous imaginez bien qu'elle soit ennuyante. Voilà. Donc là, on a essayé d'être un peu plus précis. Et en fait, ce qui m'a guidé, je pense que c'est ce qui nous a guidés nous tous, c'est comme ça que le dossier a été fait, ils nous en parler, c'est on a essayé, c'est bête, pardon, je vais vous dire une banalité là, mais on a essayé de séparer notre cœur. Voilà. Et c'est ça qui a nourri cette bonne intention. Goldorak, go!